Alors, je pense que vous êtes au courant pour certaines passions, peut-être. Donc, je dirais en ordre de priorité, je dirais l'histoire, ensuite le cinéma et en troisième, je mettrais le karaoké. Donc, je passe la plupart de mon temps en dehors du lycée, soit aux archives départementales, ou municipales ou dans des bibliothèques, ou bien aux diagonales à Montpellier ou dans des bars karaoké. J'ai pas pu en faire depuis le confinement, mais voilà, dès que tout va rouvrir, je vais être au karaoké. Alors j'ai souvent des élèves qui viennent me voir et qui me demandent «Ah monsieur, vous avez été élève à Harvard et professeur à Oxford». Donc j'ai fait des études à Oxford et à Columbia, à New York, et j'ai enseigné quelques années à Columbia et ensuite à Sciences Po, à Paris. Et je dirais ce qui est différent des très grandes universités, il y a plusieurs choses. Bon, ce qui est impressionnant quand on arrive dans une grande université en tant qu'étudiant, c'est les ressources. Donc c'est-à-dire les bibliothèques, il y a tout ce qu'on veut trouver. Et les ressources financières aussi. Si on veut voyager, aller à des conférences, des colloques, ça coûte énormément d'argent, mais si on est financé, c'est gratuit. Donc il y a énormément de bourses aussi qui sont disponibles. Donc au niveau des ressources pour faire de la recherche, autant sur place ou à l'étranger, c'est exceptionnel. Et les universités dans la plupart des grandes écoles aux États-Unis ou au Royaume-Uni sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc si on est studieux, vraiment c'est un pur bonheur d'avoir ces ressources. Donc moi je viens pas on va dire un background ultra élite, mais bon, par exemple entre Columbia et Oxford, j'ai rencontré le petit-fils du dernier roi d'Irak, des descendants de Charles Darwin, des aristocrates très connus. Donc des gens vraiment qui viennent de notre monde. Et quand on vient pas forcément de ce monde-là, ça peut être un peu déstabilisant, on va dire. Et bon, c'est intéressant de rencontrer des gens comme ça qui sortent vraiment de notre monde. Et il y a beaucoup de surreprésentation d'élite dans ces écoles. Mais voilà, donc c'est intéressant. Et après, le côté négatif des écoles, je pense qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de compétition, de concurrence entre les élèves. Donc les rapports sont pas forcément toujours très, bon, je dirais pas cordial, mais bon, on sent qu'il y a une énorme pression et une concurrence entre les élèves. Encore une fois, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont plus désagréables ou auxquelles il faut s'ajuster. Alors, chose que j'ai vraiment appréciée en France, c'est le temps passé au repas et juste en général le rapport avec le moment social du repas. Donc c'est beaucoup plus long qu'au Canada et on prête beaucoup plus attention, surtout en famille, mais même entre amis, à ces moments de convivialité qu'on passe au repas. Après, désagréable, je dirais, j'ai été choqué par comment je peux dire ça, le manque de respect de la parole. Autant dans les lycées que dans les lieux professionnels, où on dirait il n'y a pas le même rapport à l'écoute et au respect de la prise de parole. Donc c'est vrai que moi, au début, ça m'a extrêmement énervé quand les élèves parlaient en même temps que moi. J'ai même été choqué parce que dans les lycées nord-américains et anglais, ça se passe pas comme ça. Et donc après, ça fait, et même dans professionnellement, je veux dire, quand j'allais au colloque présenter mes travaux en histoire, ou quand tout simplement assister à des colloques, de voir que ça bavarde pendant qu'un chercheur est en train de présenter son travail, ça m'a un petit peu choqué. Et voilà. Bon, après, les clichés, l'administration, la paperasse, bon, ça c'est le quotidien d'un étranger en France. C'est vrai que c'est très difficile d'obtenir des choses auxquelles on a pleinement droit, des cartes, titres de séjour, des papiers. Voilà, c'est assez frustrant. Bon, voilà. Mais je suis très content d'être en France quand même. C'est deux choses qui m'ont un petit peu heurté, on va dire, dès le moment que je suis arrivé en France. Ça aussi, on me pose tout le temps comme question.
Et je dirais les deux. Alors avant d'arriver en France, c'est vrai que... Alors, en fait, ma langue maternelle, c'est le français. Mais j'ai appris à parler l'anglais à 3 ans, 4 ans. Mais c'est devenu ma langue dominante, je dirais, à l'adolescence. Et surtout par mon parcours universitaire. Donc à ce moment-là, oui, je réfléchissais toujours en anglais, je rêvais en anglais. Et même quand je suis arrivé en France, je dirais qu'au début, ma langue dominante, c'était l'anglais parce que j'étais ami avec plein d'expatriés. Bon, j'écrivais, je publiais mes articles en anglais, je réfléchissais en anglais. Mais là, ça a changé. Je dirais que mes rêves sont bilingues maintenant. Alors, c'est pas du tout une question de rêve que j'avais depuis que j'étais... Bon, j'allais être cash, hein. Je vais pas vous mentir, vous dire que l'épanouissement des adolescents, c'est ce que j'ai toujours recherché, enseigner l'anglais, transmettre ma culture et ma langue. J'y avais jamais pensé, honnêtement, avant de passer le concours. Donc j'étais à Paris depuis quelques années, j'avais enseigné en tant que contractuel à Sciences Po et je faisais de la recherche surtout. Et en fait, je voulais vraiment... j'envisageais une carrière universitaire par manque d'imagination plus qu'autre chose. Bon, j'ai fait autre chose à côté, mais j'envisageais vraiment de retourner en Amérique du Nord, soit au Canada ou aux États-Unis, parce que bon, c'était ce qui semblait le plus envisageable. Ensuite, quand je suis descendu faire des recherches à Montpellier pour ma thèse, en fait, j'avais plus du tout envie de partir. C'est vraiment... j'étais ensorcelé par la ville, la région et je me sentais vraiment attaché en fait au lieu et j'avais pas envie de partir. Et j'avais un ami qui avait un peu fait la même chose, qui était à l'université américaine, qui était venu à Montpellier, qui est resté et qui est professeur maintenant, qui m'a un peu convaincu voilà, que c'était un travail intéressant. Bon, j'avais envie de voir comment ça allait se passer, j'ai fait un stage avec lui, ça avait l'air intéressant. Et la première année ici, ça a vraiment été un test parce que je devais soutenir ma thèse la même année et je me disais bon, je vais postuler pour des postdocs, pour des financements, pour continuer et je verrai si j'aime ça, l'enseignement, si je tiens vraiment à rester et à enseigner ou si plutôt je devrais repartir. Et en fait, la première année était un petit peu difficile et j'avais encore des doutes à la fin de l'année, le ajustement dans un travail qui était totalement différent de ce que j'avais imaginé. Mais j'ai décidé quand même de rester. Et vraiment, je dis sincèrement, c'est votre génération, Anita et toi que j'avais en DNL, toi que j'ai eu plutôt en première, qui m'ont donné vraiment le goût de rester, de ne pas chercher à aller retourner en Amérique dans une université, où j'ai vraiment fait mon deuil sur ce rêve, on va dire, et je me suis dit que je vais continuer à travailler à mon compte en tant que chercheur, donner des cours à l'université comme je fais toujours, mais d'avoir vraiment l'enseignement au lycée à temps plein. Et finalement, je le regrette pas du tout. Bah, c'est très difficile en fait une fois qu'on quitte le système de rebondir dedans. Et c'est une carrière qui demande énormément de... Comment dire ? C'est une carrière qui est très instable parce qu'en fait on est apporté à beaucoup bouger. Les contrats dans les universités sont courts. Les emplois ne sont pas toujours très stables. Donc ça demande beaucoup en fait de capacité à vivre sur le court terme. Et j'ai des amis aux États-Unis qui sont prêts à faire ce sacrifice d'attendre 4-5 ans, de bouger tous les ans à la recherche de différents postes jusqu'à ce que le poste permanent puisse s'ouvrir. Et pour certains, ça paye, pour d'autres, non. Et donc, il y a aussi ce côté-là que en fait, le monde universitaire en fait, demande beaucoup de patience. Et moi, vu que j'étais finalement dans un endroit à Montpellier que j'adorais et que je voulais pas quitter, j'avais pas trop envie de prendre ce risque en fait, de me retrouver à bouger tous les ans, tous les 2 ans, à la recherche de contrats postdoctoraux. Voilà.
Ouais, absolument. Donc, en fait, ces débats, finalement, c'est des débats d'identité régionale. Ouais, donc il y a plein de débats comme ça. J'essaie de penser à des exemples. Alors, entre le Canada et les États-Unis, et aussi certaines régions du Canada et des États-Unis, il y a pour le soda, en fait, certains disent soda, et d'autres disent pop. Pop. Ou bien, il y en a qui disent soda pop. Okay. Donc ça, c'est un débat. Il y a le débat classique tomato, tomato, sur la prononciation. C'est même une chanson de Ella Fitzgerald et... c'est qui le chanteur? Bon, c'est pas important. Louis Armstrong. Voilà, donc il y a plein d'exemples comme ça. Il y en a un qui m'avait beaucoup marqué parce que c'est vraiment un exemple très local. J'habitais à Philadelphie pendant un moment. Et là, pour l'eau, water, ils disent water. Et ils te regardent vraiment bizarrement si tu dis water, water, water. Donc c'est très local. C'est une partie de New Jersey, de Philadelphie. Voilà, pourquoi ça a évolué comme ça, je sais pas. Vivre au Canada, finalement, c'est plus paisible et c'est plus agréable, mais c'est moins intéressant. Et les États-Unis, c'est vraiment... Bon, je voudrais pas y vivre en ce moment, ça l'a dit. Ou bon, ça, peut-être que les choses vont s'améliorer un petit peu avec le départ de Trump, mais c'est voilà, c'est un pays où il y a vraiment une culture assez distincte. Et ce que j'aime pas du Canada, en fait, c'est que c'est un peu une version culture de masse américaine un peu diluée. Donc il y a un manque d'authenticité, je pense, dans la culture canadienne. Bon. Mais bon, c'est sûr que la vie est plus confortable, on va dire, dans le sens qu'on a la sécurité sociale, l'accès aux soins médicaux qui sont gratuits, donc qui sont des choses qui ont vraiment un impact sur la qualité de vie, surtout quand on est adulte. Si on n'est pas assuré aux États-Unis, on tombe malade, c'est très difficile. Et le Royaume-Uni, j'ai pas habité assez longtemps vraiment pour avoir une idée, mais j'adore la musique britannique, le cinéma britannique aussi, et voilà, donc c'est un pays que j'aime bien, même si j'ai pas habité très longtemps finalement. Ben, ça dépend vraiment des groupes. Je dirais que plutôt que tronc commun, SP ou DNL, ça dépend vraiment si on a un groupe dynamique, intéressant, où il y a vraiment un investissement, c'est du gâteau. Par exemple, votre classe l'année dernière de première tronc commun, j'ai adoré ça, vous faire cours. Mais et c'est pareil pour les DNL, des fois il y a des cours de DNL où les groupes sont moins intéressants, moins investis, ou simplement c'est des sujets qui les intéressent moins. Mais j'aime bien la nouvelle spé monde contemporain. Petite promo pour l'aspect, mais en vrai c'est quelque chose que en tout cas c'est peut-être le groupe cette année, mais vraiment je trouve que c'est hyper intéressant comme spé parce que ça permet vraiment de découvrir la spécificité du monde anglophone dans sa complexité, et finalement on se retrouve souvent à parler de sujets qui permettent de faire des comparaisons avec la France, que ce soit l'éducation, le droit du travail, l'accès aux soins médicaux par exemple aussi, et tout, la sécurité sociale. Donc on est tout le temps en train de réfléchir sur on va dire, la spécificité du monde anglophone à la lumière de ce que les élèves connaissent en France. Donc c'est vraiment la nouvelle spé. Bon, ça a été bien avec vous l'aspect littérature aussi, mais je pense qu'il y a la nouvelle spé monde contemporain, vraiment c'est quelque chose qui peut intéresser plus d'élèves peut-être qu'une spé littéraire. Alors je dirais qu'il y a une autre raison aussi de prendre le vélo, c'est que ça permet de faire du sport et d'être en forme. Donc je dirais que c'est un peu un mélange des trois. Donc c'est à la fois quelque chose que je trouve très agréable. Donc, passion, je suis pas non plus, je sais pas, je vais faire le Tour de France, mais c'est quelque chose qui me garde en forme, qui est écologique et aussi qui est voilà, que j'apprécie. Et finalement, je dirais la vraie raison, ça c'est des justifications, c'est que j'ai jamais appris à conduire.
parce que j'habitais dans des grandes villes, donc Montréal, New York, Oxford. Bon, avoir une voiture, ça sert à rien non plus. Donc des villes où j'ai tout fait soit à vélo, à pied ou en transport public. Bon, ici, les transports publics sont pourris. Donc effectivement, la question s'est posée, est-ce que j'apprends à conduire et j'investis tout cet argent dans une voiture, ou est-ce que je m'achète un vélo électrique? Parce que bon, on va faire un vélo pas électrique de centre-ville de Montpellier, ça serait très difficile. Donc j'ai testé ça la première année, et donc entre le covoiturage, les journées de pluie et le vélo électrique, je m'en sors très bien. Et franchement, je ne regrette pas de pas m'être acheté une voiture.